Bonjour à tous dans ce premier épisode de Offcast. L'objectif de Offcast, c'est vraiment d'interviewer des créateurs et des fondateurs d'agences et de SaaS qui sont actuellement en train de construire leur business. Parce que la réalisation que j'ai eue, c'est que tous les autres podcasts qui m'avaient vraiment transformé, qui m'avaient vraiment aidé, c'était pas forcément où les entrepreneurs parlaient de leur parcours sur les 10 dernières années, c'est pas forcément où ils prévoyaient des plans compliqués, mais c'était quand les entrepreneurs parlaient concrètement de leurs problématiques actuelles. Donc aujourd'hui, je reçois Louis Rapp, le fondateur de Magnetly, qui est selon moi un SaaS qui a fait un lancement presque masterclass en seulement 2 mois. Et je voulais vraiment l'interviewer à ce moment-là, où Louis est encore au tout début, même si tu as déjà fait beaucoup de choses, et d'ailleurs, on va en parler. L'objectif, c'est pas qu'on parle de ton parcours depuis le collège, c'est pas que tu nous expliques des grandes masterclass en growth ou en SaaS, mais c'est que tu nous parles concrètement de ce que tu fais avec Magnetly. Louis, comment tu vas? Bah écoute, super bien. Merci beaucoup pour l'invitation et pour le temps qu'on va. Et écoute, super chaud de ce format de podcast et d'essayer d'apporter de la valeur sur. De toute manière, je pourrais pas apporter de la valeur sur ce que j'ai fait dans 10 ans parce que je l'ai pas encore fait. Donc sur ce que j'ai fait depuis 2 mois sur ce SaaS-là. C'est ça, ouais. Pour être honnête, on se connaît déjà depuis quelques mois quand on était encore tous les deux freelance en growth. J'ai directement pensé à toi quand j'ai lancé, on va dire, ce format-là, parce que c'était une des premières personnes que je voulais interviewer. Alors la première question que je pose avant que tu te présentes, c'est concrètement, qu'est-ce que tu as fait d'important la semaine dernière? Qu'est-ce qui a été game changer pour toi? Euh, une bonne question. Bah écoute, je pense que tu vois, ce qui a vraiment été game changer la semaine dernière, c'est que j'ai pris le temps de calmer un petit peu et de faire le point sur où j'en suis aujourd'hui. Parce Ok? que ça allait très très vite, on pourra en reparler après, mais la philosophie que j'avais sur le lancement de ce SaaS, c'est d'aller de suite sur le marché très vite, en étant peut-être même un petit peu bourrin des fois sur certains trucs. Donc ça a ses avantages et ses inconvénients. Et là, on arrivait sur une période où, si tu veux, il y a beaucoup de choses qui se sont passées et j'avais besoin, je pense, de structurer un petit peu tout ce qui s'est passé. Qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce que j'ai compris de mon marché et pour définir la suite en fait. Parce que du coup, le fait de vouloir aller très vite comme ça, fait que du coup, des fois, tu te retrouves dans une position où tu sais plus trop exactement vers quoi tu veux aller. Il y a beaucoup d'informations qui arrivent et tu peux faire des erreurs en fait de trajectoire. Et là, on avait un choix à faire au niveau de la trajectoire parce qu'on commence à avoir, bah, comme tous les SaaS, hein, comme tout le temps, des problématiques. Et il y avait des choix à faire et donc je pense que c'est ça. Et pour aller encore plus loin même, un truc tout bête que j'ai fait, c'est que je me suis créé un template Notion où en fait, dès qu'il se passe quelque chose, en fait, tu peux ajouter une note, que ce soit un learning, une réussite, un échec. Et en fait, ça fait exactement à chaque fois sur la semaine quand c'est arrivé. Et du coup, j'ai mis ça en place parce que je veux pouvoir revenir sur ce qui s'est passé cette semaine, tu vois. Ok, ouais, super intéressant. Tu sais que c'est un hasard, mais j'ai mis ça en place il y a 2 semaines. C'est-à-dire que à chaque fois en fin de journée, je dois remplir un petit Notion qui est du coup écrit automatiquement chaque jour sur mon apprentissage, la fleur, donc le moment que j'ai le plus aimé de la journée, le truc que j'ai fait qui était game changer et mon problème actuel. Et du coup, à la fin de chaque Ok. semaine, je fais un petit récap et je faisais pas ça avant. Alors, je pense que c'est plus ou moins la même forme que toi. C'est game changer dans le sens, t'as un recul tellement beaucoup plus clair quand tu dis, ok, bah, mardi, j'avais ce problème-là, en fait, il est déjà réglé. Aujourd'hui, j'ai celui-là. Donc, ok, ouais, je vois très très Exactement. bien. Ouais, c'est exactement la même chose. Et du coup, j'ai fait un format, moi, de notes, en fait. Tu sais, j'ai mis un bouton Notion et tu cliques et ça te crée une note. Parce que je voulais pas avoir non plus cette contrainte de me dire, il faut que je le fasse tous les soirs ou toutes les semaines. J'avais peur de, tu sais, bah, arrêter de le faire. Et je me suis dit, là, en fait, c'est dès qu'il se passe un truc, c'est quand tu te dis, ah, mais j'avais pas compris ça, ou, ah, tiens, trop bien, ou, ah, j'ai réussi ça. Bah, je me suis dit que là, dès que j'ai ça, tu vois, je peux l'ajouter pour avoir cette vision claire un petit peu plus et aller plus vite dans ces phases de structuration où tu dois, comme je t'ai dit, des fois, tu vas faire un petit break sur les features sur aller chercher des clients, même si je pense que même moi en tant que sales, c'est pas forcément un truc à faire, ralentir. Mais là, j'avais besoin de ce moment, tu vois, de ralentir et de me dire, OK, vers quoi je vais maintenant. Donc c'était ça le gros truc de la semaine dernière. Ok, ouais, c'est ça. C'est que tu n'en as pas encore parlé, je vais te laisser un peu présenter qui t'es et surtout ce que tu fais avec Magnetly. Effectivement, enfin, je pense que ça fait même pas 2 mois que tu as lancé ton SaaS. C'est déjà allé très très vite pour un lancement de SaaS. Donc, je te laisse en parler, mais je comprends que tu veuilles déjà un peu poser les choses. Yes. Bah, pour te présenter ça très rapidement, Magnetly, donc c'est un outil qui a été qu'on a lancé il y a juste 2 mois. La proposition de valeur, c'est simple, c'est que c'est un builder no-code de free tool, donc d'outils gratuits que tu Ok, peux embed sur une landing page. Et l'idée, c'est d'utiliser ces outils en tant que bah, une espèce de lead magnet qui te permettent de générer à la fois beaucoup de trafic et aussi des leads et qui sont en fait une mini solution aux problématiques de ta niche. Donc ok, très voilà. clair. Déjà, pour tous ceux qui veulent tester en direct, allez dans la description, je pense que je mettrai un lien. En 10 secondes, vous comprenez concrètement ce que ça fait. Est-ce que pour ceux qui ont eu un peu de mal à comprendre, même si je pense que c'est clair, tu aurais un ou deux cas d'usage ultra précis, qu'on comprenne concrètement à quoi sert Magnetly? Ouais, bah, très simplement, l'un de nos plus gros clients qu'on a eu dès le début, c'était Submagic.
Et en fait, Ok. bah, pour ceux qui connaissent pas Submagic, c'est un outil qui te permet de faire des captions, enfin des vidéos short. Et donc en fait, leur proposition de valeur, ils sont en lien avec toute la niche du contenu. Et c'était pertinent pour eux de créer des free tools qui aident les gens à, par exemple, avoir des idées de contenu, avoir des idées de hook, avoir des planificateurs de stratégie de contenu. Donc ça, c'est tout plein de petits outils qui permettent de les aider à amener les gens vers leur proposition de valeur principale. En fait, c'est des outils qu'ils ont créés avec Magnetly et qu'ils ont mis sur des landing pages qui permettent de générer beaucoup de trafic. Ok, super clair. Alors, l'idée, c'est que je le dis un peu pour toi, mais c'est que là, tu t'es récemment associé avec un associé du coup très très tech, où toi, du coup, t'es sur la partie produit, Yes, vision, on est deux. sales, et lui plus sur la partie tech. Tu as commencé avec un MVP que tu as fait du coup toi-même, hein, c'est ça? Avec Ouais. juste Make, il me semble, ou un peu de code. T'estimes que ça apporte quoi de déjà commencer même à galérer? Parce que enfin, ton MVP déjà marchait, même quand il n'y avait pas forcément de code. Qu'est-ce que ça t'a apporté de commencer vraiment solo sans savoir vraiment coder? Bah, en fait, je pense que déjà, c'était même pas un MVP, c'était une version alpha juste pour me dire que j'avançais parce qu'en fait, j'ai fait ça pas parce que je voulais le faire, c'est juste que j'avais pas d'autre choix. J'avais pas d'amis développeurs, j'avais pas trouvé de cofondateur. Donc, j'avais pas trop de solutions à ce moment-là et je m'étais dit, bon, bah là, go, j'ai envie de faire ça. Donc, bah, comme je trouvais personne, j'ai essayé, j'avais quelques rendez-vous justement pour trouver des cofondateurs, des développeurs même prêts à les payer. Puis ça a jamais fité au marché. Donc, je me suis dit, bah, je vais le faire moi-même. Et je vais voir jusqu'où je pourrais aller et ce qu'on pourra faire. Et du coup, ouais, j'ai fait ce choix de commencer à développer le Magnetis seul avec de l'IA, un petit peu d'automatisation parce que j'ai un background de grosse, donc c'est des choses que je maîtrisais un petit peu et j'ai réussi à faire quelque chose qui permettait à peu près de faire ce que je voulais faire, même si on était très loin du produit d'aujourd'hui et très loin de répondre à la proposition de valeur qui est de pouvoir créer vraiment un free tool. Ok, ouais, je Euh, vois. Parce que ouais, c'est que durant les derniers appels, tu m'as parlé un peu de la tech que tu avais derrière et de tout ça. En l'occurrence, on va pas forcément traiter ça dans ce podcast-là, parce que moi je suis pas expert dans ça, c'est pas forcément le sujet. Moi c'est plus marketing, positionnement, on va dire, stratégie des SaaS. Quand on s'est parlé, tu m'avais présenté Magnetly comme un outil pour les créateurs de contenu, enfin des lead magnets qui attiraient plus. D'ailleurs, c'est pour ça que ça m'a beaucoup attiré, parce que j'aurais pu être un des premiers utilisateurs. Je sais que ça a beaucoup changé en termes de positionnement. Comment tu as fait pour le changer et actuellement t'en es où? ouais. Alors, attends, juste pour répondre à un petit peu plus à la question juste avant, parce que ça vient de me revenir, parce que je Ouais, t'ai pas totalement répondu sur quel était le gros avantage d'avoir lancé l'UMVP seul. C'est que, au final, c'est grâce à ça que j'ai trouvé mon cofondateur, qui m'a permis, du coup, de développer aujourd'hui l'outil le plus avancé. Peut-être un truc à retenir de ça, c'est qu'il faut se dire que même si je pense qu'il y a beaucoup de fondateurs qui sont avec là ce type de barrière où ils se disent j'ai pas de cofondateur, je sais pas trop comment lancer et tout ça, trouver des solutions juste pour avancer parce que ça va débloquer des situations. Et tu vois, moi, c'est ça qui m'a permis de te rencontrer toi, de rencontrer d'autres fondateurs et de rencontrer mon cofondateur. Donc, ok, super ouais, intéressant. ça c'est cool. Et je pense que c'est ça le gros avantage de se dire go, même si en fait le produit marchait pas, il était même pas vendable. Euh, Et du coup, pour répondre à ton autre question, donc positionnement, bah, en fait, si tu veux, moi, j'avais une vision de l'outil qui était un petit peu, en fait, de l'outil et du marché aussi qui était un petit peu différente, où je me disais, ça va être un outil hyper intéressant pour les créateurs de contenu, parce qu'il y a aujourd'hui un enjeu sur LinkedIn où tout le monde veut créer de la valeur, et en fait, c'est des posts qui aujourd'hui se ressemblent un petit peu dans certains cas, et je me disais, ça serait hyper intéressant que les créateurs puissent avoir, en plus de leur post, un outil qui permet d'apporter encore plus de valeur, qui leur permet de se différencier et de récupérer les leads, lors de chaque usage du coup, et les utilisateurs de ce type d'outil. Donc ça me paraissait pertinent, de partir sur ça. En tout cas, ça c'était une de mes cibles, c'était pas que la cible, et c'était peut-être aussi que j'avais un espèce de syndrome de l'imposteur où je me disais, «Je vais pas pouvoir tout de suite aller vendre à des gros SaaS», tu vois? À des boîtes. Donc ça, c'est peut-être aussi un apprentissage assez cool, c'est de pas se restreindre comme ça, tu vois? Mais ouais, au début, c'était ça et en fait, bah, ça, je pense que c'est aussi une des grosses chances que j'ai eues d'aller de suite sur le marché, c'est que j'ai compris tout de suite que c'était pas la bonne cible. Ouais, c'est ça, clairement, parce que c'est ce que j'allais dire. On se faisait quelques calls. Donc là, du coup, tu as lancé fin des vacances. On s'est fait quelques calls depuis. J'ai l'impression que toutes les 2 semaines, quand on se faisait un call, tu changeais totalement de cible. Alors, dans le bon sens, dans le sens, comme c'était un lancement, c'est normal de tester plein de cibles. Et c'est qu'au début, c'était focus créateur de contenu. Après, il y avait un usage plus SEO. Et après, bon, tu nous diras, mais c'est vrai que je pense que Magnetly a un potentiel vraiment de fou dans tout ce qui est lead magnet en SEO pour les mini tools. Enfin, c'est une stratégie SEO qui, je pense, le marche de plus en plus. Comment tu arrives à gérer ce focus dans le sens, là actuellement, vu l'outil que tu as, tu pourrais le marketer de 100 manières différentes et le vendre à 100 cibles différentes en soi. Comment tu arrives à gérer, on va dire, cette liberté Ouais. totale que tu as dans ton marketing?
Bah, en fait, justement, je pense que c'était pas forcément une mauvaise idée. Je pense qu'il y a un truc à faire potentiellement avec les créateurs de contenu. Donc, en fait, je l'exclus pas totalement de ma niche. Par contre, c'est vrai que tu as raison, j'y refocus. Et je pense qu'un truc fondamental quand tu lances un outil comme ça avec une proposition de valeur et même un outil qui est au final assez innovant, on va dire, parce que c'est vrai que pour l'instant, il y a pas trop d'outils pour le marché qui permettaient de faire ça, c'est de trouver le client parfait, je pense. Et du coup, en fait, ça a été ça mon focus de suite, c'est de me dire quel est le client parfait que je peux trouver qui va me permettre d'avancer et de le faire évoluer. Et donc, tu vois, j'ai testé un petit peu avec les créateurs de contenu. J'avais pas cette accroche parce que je pense qu'il y avait un sujet d'éducation du marché, des trucs à faire un petit peu plus. Donc, j'y reviendrai sans doute. Mais du coup, je me suis dit peut-être que le focus est la meilleure chose, c'est d'aller trouver le client parfait qui va l'utiliser de suite et qui va pouvoir m'apporter beaucoup de feedback, tu vois. Donc c'est comme ça que j'ai remodulé. Et je pense qu'aussi c'était en fait un choix de départ parce que je te parlais beaucoup de créateurs de contenu, mais je pense que, tu vois, on entend beaucoup comme conseil tout le temps de il faut trouver une cible et aller à 100% dessus et Mm. faire que ça. Et moi, en fait, j'ai plus une vision de ça dans un deuxième temps, alors dans un deuxième temps très resserré. Mais je pense que quand tu lances comme ça quelque chose, il faut mettre en place une phase un petit peu de divergence où tu te dis, OK, j'ai 3, 4, 5 cibles potentielles avec des use cases différents. Et en fait, j'ouvre le pipe, tu vois, je vais vraiment tester ces cibles divergées avec différentes propositions de valeur, différentes offres. Et je vais de suite avoir du feedback. Et tu vois, moi, c'est ce que j'ai fait en fait sans trop m'en rendre compte. Et je me suis dit, OK, en fait, les créateurs de contenu, ça va être compliqué. Alors que là, j'ai de suite un attrait avec les SaaS. Et en fait, ça m'a permis ensuite d'arriver très vite à une phase où je me suis dit, OK, je converge à fond vers les SaaS et leur proposer cet outil, tu vois. Ok, super intéressant. D'ailleurs, je pense pas que ce soit uniquement approprié pour les SaaS. J'ai l'impression que je vois ça partout, tu vois, pour également beaucoup d'agences. Tout le monde dit qu'il faut se nicher à 100%. Je suis le premier à le dire. Effectivement, je pense que il faut se nicher dans tous les cas. Sauf que tu as quand même différentes étapes qui sont genre. Au début, en fait, le piège, c'est de se nicher avant même de connaître ton marché, avant même d'avoir des clients. Enfin, je parlais des gars, ils ont déjà défini leur persona parfait qui est ultra ciblé sans avoir vendu une seule fois à ce persona. Ça, je pense, genre, se mettre des œillères, c'est un peu dangereux. Mais une Mm. fois l'idée, c'est en fonction du temps, mais se prendre au moins quelques semaines, quelques mois pour faire toutes les cibles possibles, après que tu as compris celle qui marchait, après te nicher. Mais Ouais, du coup, je suis d'accord, que ce soit SaaS, totalement. agence ou même d'autres business, je pense qu'il faut d'abord avoir ce spec de OK, je teste absolument tout et je vois concrètement quel est le client qui m'intéresse plus. Ouais, totalement. Bah, moi, en fait, ce que je me suis dit, c'est, OK, j'ai un outil qui permet de faire ça, du coup, qui résout cette problématique-là et qui permet d'avoir cette proposition de valeur. Quels sont les use cases et à qui ces use cases correspondent, tu vois? Et du coup, j'avais différents personas qui sont potentiellement, tu vois, pas l'ICP parfait, mais qui étaient des personas qui pouvaient être intéressés par l'outil. Et en fait, cette phase de divergence, tu vois, je crois que je l'ai fait ça a dû me prendre 10 jours, tu vois, où en fait, juste, je suis allé parler à plein de gens différents, j'ai ouvert le truc. Mais au bout de 10 jours, j'ai de suite compris, j'ai vu que c'était les mêmes personnes qui me répondaient, les mêmes personnes qui étaient intéressées, et qui ont de suite capté le truc, qui l'ont intégré, qui ont compris la proposition de valeur. Et je me suis dit, OK, bah là, maintenant, je converge à fond vers ça. Et tu vois, là, je suis toujours dans cette phase où je converge vers cette cible, mais j'exclus pas bientôt de repartir vers bah, une autre cible qui peut aussi utiliser l'outil dans un autre use case. Ouais. C'est quand même fou de faire ça en 10 jours. Alors, je savais que du coup, à chaque fois, tu étais très rapide. Et c'est quand même un truc particulier parce que j'ai suivi pas mal de créateurs de SaaS en parallèle de toi. Et à chaque fois, tu étais celui qui allait genre tellement beaucoup plus vite que les autres. Enfin, tu as fait, je pense, toutes les étapes plus ou moins classiques qu'il faut faire pour un lancement de SaaS. Donc, analyser le marché, faire les entretiens, faire une LP, faire une whitelist, comme on dit, avant la bêta, etc. Parce que ça te prenait littéralement genre tous les 3 jours, tu faisais une étape en plus. Ouais. Comment tu as fait pour être aussi rapide, sans où là, tu as le niveau au moins de maturité et de recul sur ton SaaS que tu aurais pu avoir, je sais pas, dans un an, si tu avais fait les étapes mois par mois, par exemple. Mm. Bah, déjà, j'étais à 100%. Je sais pas si c'est le cas de tous les fondateurs de SaaS à ce niveau-là C'est où vrai. tout le monde n'a pas la chance. Moi, je me suis dit, OK, je veux lancer ça. Je pense que monter un SaaS, c'est loin d'être simple. Donc, je me suis dit, il va falloir y aller à 100%. Et j'avais justement cet objectif d'aller très, très vite pour pouvoir vraiment arriver vers quelque chose de pertinent, tu vois. Parce que j'aurais pu, en fait, prendre un mois de plus pour essayer d'affiner ma cible, d'affiner l'outil, avancer. Et en fait, le choix qu'on a fait avec mon cofondateur, c'était de ship une version qu'on a shippée en 2 semaines, voilà, les 2 semaines et demie, qui répondait partiellement au final à la proposition de valeur, tu vois, où il manquait beaucoup de features. On s'est juste concentré sur le principal, histoire d'avoir quelque chose sur le marché pour justement aller encore une fois tester ces différentes audiences. Parce que tu vois, après, j'ai compris que c'était les SaaS qui étaient intéressés, mais j'ai affiné pareil parce qu'il y a différents niveaux de SaaS, il y a différents formats, il y a différents. Et donc, en fait, l'idée, c'était de se dire tous les jours, on fait un truc, tous les jours, il y a un objectif, on lance une nouvelle feature, on lance une nouvelle chose. Et je pense que mon mantra, c'était de saisir n'importe quelle opportunité. C'est-à-dire que, tu vois, Ok. il y avait un client potentiel. Je pense qu'il y en a qui se disent, non, t'es pas dans ma cible, donc en fait, on va pas faire ça, on va pas shipper ta feature.
Tu vois, il y en a qui veulent rester dans leur vision produit, tout ça. Moi, je suis totalement sorti de ça. En fait, si j'avais un gars qui utilisait le produit et qui me demandait une feature, le lendemain, on lui développait ou même dans l'heure d'après, on lui sortait la feature, tu vois. Ça peut être dangereux parce que ça, tu peux vite arriver à faire du surdéveloppement où tu fais un petit peu des features de tous les côtés parce que voilà. Donc, il faut quand même filtrer les feedbacks que tu reçois. Mais c'était une volonté d'être très rapide et justement de faire plein de trucs pour qu'il y ait de l'usage, en fait, créer de l'usage, et de se dire que tous les jours, on fait quelque chose. Ok. Et du coup, dans ce cas-là, pourquoi tu souhaites ralentir? Parce que du coup, tu l'as dit au début. Si tu veux ralentir, c'est-à-dire que tu penses déjà que tu as déjà le client idéal et que tu as déjà le positionnement. Enfin, Non, c'est quoi pas l'idée derrière le totalement. fait de ralentir? Ouais, je pense que l'idée là pour moi, c'est d'aller chercher le product market fit. Je pense qu'on n'y est pas encore, ou du moins, enfin, déjà, je saurais pas te dire exactement ce que c'est que d'atteindre le product market fit, mais Ouais, je pense que c'est c'est il y a pas vraiment un jour où tu dis: «Ça y est, je l'ai ce matin», c'est petit à petit. c'est sûr. Mais je pense que c'est surtout tu ressens une croissance, tu es dans un rush, un petit peu un flow, et j'ai eu, tu vois, avant la semaine dernière, cette sensation où je me suis dit: «OK, là, en fait, je suis dans un truc où je commence à devoir gérer plein de choses, du service client, il y a des clients qui rentrent, il faut développer des nouvelles features vers futur, tu vois? Et c'est pour ça que j'avais besoin de ce petit temps calme pour restructurer. Parce que justement, en fait, quand tu mélanges, à la fois le produit où tu shippes plein de choses, tu peux vite perdre ta ligne produit et ça devient en fait une usine à gaz où ton SaaS il veut plus rien dire et tu vois, tu as plus trop de format. Je vois bien, Pareil, ouais. ta cible, tu sais plus trop ce que tu fais. Si tu as différents canaux marketing aussi, c'est compliqué. Donc c'est pour ça que j'ai voulu ralentir, mais je reste quand même dans cet objectif après de réaffiner. En fait, je pense que pour reprendre l'idée que je te disais tout à l'heure, je fais que répéter ces phases de divergence-convergence, tu vois? J'ouvre un peu pour comprendre et je Ok, resserre après sur ce intéressant. que j'ai compris. Ok, ouais, carrément. D'ailleurs, actuellement, t'as des grosses galères ou pas actuellement? Parce que du coup, c'est que là, je me doute que tu dois être un peu genre, enfin, l'usine est au champ, genre là, tu dois gérer le produit, les nouveaux clients, l'acquisition, la strat. C'est quoi, genre, ta grosse, enfin, pas galère, mais genre, grosse problématique en ce moment, que t'as un peu de mal à résoudre? Un truc compliqué qu'on a en ce moment, c'est, déjà j'ai eu des galères administratives un petit peu parce que comme tout le monde, je me suis dit: «On va se lancer». Je voulais pas perdre, 1 mois à monter une société et cetera, donc j'ai mis sur mon EI, enfin on s'est adapté et là du coup on a eu tous les trucs administratifs, donc un petit peu compliqué. Et Ok, puis après niveau produit, c'est surtout enfin niveau marketing produit, on a eu pas mal de problèmes et on est encore sur le modèle heu de ok, pricing et même en fait, je dirais même plus de l'offre en fait qu'on propose. Parce que comme justement on met un outil sur le marché sans vraiment copier, tu vois, c'est pas comme si on copiait HubSpot et on refait un CRM, où en fait tu sais à peu près vers quoi même si tu es différenciant, tu sais à peu près vers quoi tu vas. Bah, là en fait, on n'a pas ce truc et l'idée c'est d'essayer de construire la meilleure offre, et pareil, ben, on n'a pas pris, 1 an à réfléchir à quelle est la meilleure offre, on est de suite allé sur le marché donc on n'arrête pas de changer et essayer de trouver le bon format et en plus, on a une problématique, nous, c'est qu'on a un modèle de crédit. Donc, c'est-à-dire que les utilisateurs achètent des crédits, ils les consomment. Et j'ai toujours pas trouvé encore la clé exacte. Je sais même pas si on va rester sur ce modèle de crédit parce qu'il y a pas mal de choses qui entrent en jeu. Je sais pas si tu veux qu'on rentre dans le détail, mais c'est assez compliqué à gérer, dans le format, dans justement les clients qui upgrade et qui passent un plan au-dessus, comment tu le gères? Parce qu'en fait, les systèmes de paiement, notamment Stripe ou Lemon Squeezie, ils font, si tu veux, quand un client upgrade, ils font un prorata du mois, tu ouais, vois? Sauf qu'en fait, nous, du coup, s'il fait un upgrade, il a le prorata du plan de ce qu'il aimerait avoir. Du coup, il a plus assez de crédit. Donc en fait, tu vois, il y a plein de problématiques comme ça où qu'on essaie de résoudre et se dire: «Est-ce qu'il faudrait pas qu'on parte d'un modèle de crédit ou alors qu'on allie un modèle un petit peu différent?» Hem, ouais, donc ça, c'est le gros truc du moment. C'est un challenge de dire comment on arrive à bien positionner l'outil. ok. Écoute, je suis très très chaud qu'on en parle parce que justement, en termes de pricing, ce que j'aime bien avec les SaaS, c'est que j'ai l'impression que tu as une liberté presque totale en termes de pricing et que la stratégie de pricing change totalement ton SaaS presque et ton offre. Mmh. À l'inverse, où une agence, bon, j'essaie d'être un peu créatif, mais en soi, bon, tu payes au mois, tu payes à la performance, et puis bon, ça s'arrête plus ou moins là. Mais parce que ça, quand tu avais lancé, du coup, c'était uniquement un abonnement, il me semble, par mois, après c'était par crédit. Par contre, quand tu dis que tu peux pas copier, genre des logiciels comme HubSpot, etc., dans ma tête, avec ma vision, tu as un logiciel qui est juste avec des crédits simples, comme le font par exemple tous les Find Email. Enfin, moi, je passe par Ouais. plein de email Finder. Pourquoi tu copies pas juste un modèle à la Find Email, Full and Reach ou même Lemlist, par exemple? Bah, en fait, justement, c'est ce qu'on fait. Tu vois, là, je regarde beaucoup ce que fait Drop Contact aussi, où ils ont beaucoup Hmm. pensé ce sujet-là. Et là, j'essaie de m'inspirer de ça. Mais comme je t'ai dit, tu vois, quand tu es dans un flow, que tu fais plein de choses en même temps, tu essaies d'adapter à ce que tu fais. Et puis, c'est jamais exactement pareil. Nous, on a un sujet d'IA aussi parce qu'on a de l'intelligence artificielle dedans. Donc, comment est-ce qu'on la traite? Il y a aussi un sujet d'échelonnage, tu vois, parce qu'en fonction de la personne à qui tu parles, du coup, et qui va utiliser ton outil, il y a différents plans. Et donc, combien tu leur mets de crédit, à quel pricing à peu près ils se positionnent.
Il y a ce sujet de consommation aussi. Nous, on a cette problématique de comment un client upgrade. Donc tu vois, c'est un petit peu ça. Et il y a même un sujet d'usage où en fait là, on est en train de se rendre compte que nos utilisateurs consomment en moyenne ça, tu vois, à ce niveau-là. Et donc on est en train de réestimer tous nos plans, tu vois, et de les repositionner. Donc Ok, ça, ouais, c'est carrément. un peu compliqué. Mais ouais, c'est ce que j'essaie de faire, en fait, de m'inspirer de logiciels qui ont réussi à faire un petit peu ça et qui arrivent à le tenir. En fait, je sais pas si c'est vraiment pareil que nous, en fait, ils essaient de tester des trucs et qu'ils adaptent. Mais en tout cas, j'essaie de copier, bien sûr. En fait, j'essaie de pas trop copier non plus, parce que je pense qu'il faut garder son âme un petit peu et faire des trucs différents, sinon ça devient vite tout est pareil et ça a pas trop de sens. Et puis on n'a pas les mêmes enjeux non plus. Parce que nous, au final, tu vois, ça peut être ultra scalable en fait, parce que plus une boîte consomme de Hmm. crédit et plus elle a de leads, donc c'est intéressant pour elle. Mais en fait, ça peut le plan du coup peut exploser. Et au bout d'un moment, en fait, ça peut s'approcher du prix qu'il paierait si jamais il le faisait développer, tu vois? Donc, Ah, ouais, à ce point-là, ok, ouais, effectivement. voilà, ça peut arriver à ça avec certains clients là qu'on a eu. Donc il y a ce sujet de comment on arrive à rester intéressant. Alors même s'ils le développaient, ils auraient aussi de la consommation en IA ou autre, donc ça leur coûterait aussi de l'argent en entretien. Mais il y a ce sujet de comment on arrive à maintenir un chiffre intéressant pour les boîtes et que ça soit une offre no-brainer. En fait, c'était ça l'enjeu que je voulais avoir au début, c'est d'avoir une offre qui est no-brainer, où tu te dis que ça va me coûter X, mais ça m'aurait coûté 10 000 euros ou 5 000 euros en développement. Alors que là, dans une heure, j'ai mon outil, je me pose même pas la question. Et, Ok, ouais, ouais, vas-y. non, mais c'est ça l'enjeu en fait. Et là, je pense que j'essaie encore d'avoir ça, ou peut-être on y perd un peu, tu vois, on n'a pas forcément le truc qui est le plus rentable pour nous, ou le plus intéressant. Mais je pense que c'était important aussi d'avoir ça pour aller vite sur le marché et valider un usage. Ok, ouais, carrément. C'est que j'ai l'impression que tu peux jamais vraiment avoir une offre no-brainer pour tout le monde, dans le sens, là, si tu me proposes un abonnement par crédit, moi, j'aurais peut-être maximum quelques centaines de leads. Donc, je précise pour ceux qui n'ont pas du coup testé Magnetly, l'idée c'est que un crédit, c'est une génération de résultats de prompt. Donc, l'idée c'est qu'on va créer des cases. Moi, par exemple, j'ai déjà fait un lead magnet, dis-moi ton persona, ton entreprise, ton offre, tu remplis ces trois cases, et après, tu as une séquence de cold email toute faite, par exemple, avec de l'IA, qui est basée du coup sur mes modèles à moi. L'idée, c'est que chacune des personnes qui remplit ces trois cases et qui clique sur générer, ça me coûte un crédit à moi. Parce que du coup, c'est un lead, je récupère son email, grosso modo. Quand tu m'as parlé de ça, forcément, si tu fais un usage au crédit, pour moi, c'est super avantageux parce que du coup, j'ai quelques centaines de crédits, donc pas très très cher, je pense, à payer. Alors, je sais pas si tu en parlais ici, mais c'est vrai que tu m'as parlé de très gros clients, surtout axés peut-être un peu plus SEO, quand ils font des lead magnets. Ouais. J'imagine que eux, ça peut avoir des sommes genre vraiment astronomiques, je pense. Bah ouais, ça va très très vite parce que justement, c'est au final notre cible là, on se dirige surtout vers des gros SaaS, en tout cas des SaaS assez avancés qui ont trouvé leur product market fit et qui ont un certain MRR, qui ont du coup un gros trafic aussi. Donc c'est presque des outils SEO pour eux, c'est un enjeu qui est de la lead gen mais qui est du SEO, donc qui génère beaucoup de trafic et donc qui ont beaucoup de consommation. Donc en fait, c'est là où on se dit ok, comment on échelonne ces plans pour à la fois toucher des petits logiciels, ou est-ce que totalement on enlève ces plans, on va chercher que des gros, tu vois, et on construit que des gros plans. Mais du coup, en fait, on ferme une porte à l'outil, tu vois. Donc c'est là, c'est quand je te disais que j'ai pris du temps pour essayer de me poser et de trouver le positionnement. C'est en fait ça aussi, c'est se dire est-ce qu'en fait on part que vers des gros, est-ce qu'on garde aussi quelques petits qui permettent de faire en fait un peu de cash flow parce que c'est des petits abonnements. Est-ce que les gros aussi ont besoin de passer par des petits abonnements? Donc c'est ça la difficulté. Donc pour l'instant, on a réussi à trouver un modèle entre deux, où on a des plans qui restent abordables, tu vois, pour des personnes comme toi ou des petits SaaS qui ont envie de se lancer. Et puis Mhm. après, on fait des plans custom pour des grosses boîtes. Euh, et jusqu'au moment où on arrivera à construire vraiment quelque chose qui correspond à notre cible et avec lequel on a le plus d'usage. Ok, yes. Dernière question sur le positionnement, parce que je pense qu'on a déjà pas mal poncé le sujet. J'ai l'impression que ton outil serait parfait juste pour la niche SEO, parce que je vois qu'il y a un usage de Mm. fou. T'as pensé à juste nicher ton outil en mode Magnetly, c'est la référence SEO pour les lead magnets, ou c'est pas tellement l'idée? Si, si, bah, c'est un petit peu vers ça qu'on part. C'est pour ça que je te dis qu'on a un petit peu laissé la branche créateur de contenu Hmm. parce qu'on y reviendra peut-être en faisant d'autres features qui leur permettront de l'utiliser. Tu vois, au début, en fait, t'as deux solutions quand tu crées ton outil. Soit tu utilises un lien qu'on génère nous, tu as juste l'outil au milieu et en fait, tu peux l'utiliser. Soit du coup, tu peux l'embed sur une landing page. Et en fait, on se rend compte que les créateurs, ils utilisent juste un petit peu le lien, mais au final, ils ont du mal à le pousser, à le marketer. Donc, voilà. Alors que les SaaS, ils savent de suite l'embed, ils comprennent ces enjeux-là, ils savent le positionner et ils savent aussi faire du SEO, donc ils ont de suite des résultats. Et tu vois, quand je te disais d'aller trouver des clients qui savent de suite utiliser ton outil, et peut-être l'enjeu numéro un quand tu lances ton SaaS, c'est de trouver même ne serait-ce qu'un top client, tu vois, qui va savoir l'utiliser parfaitement, savoir s'en servir et avoir du résultat. Bah, nous, c'était ça l'enjeu.
Et c'est comme ça qu'on a réussi à trouver, ben, mon top premier client, c'était Submagic, pour qui en Yes. fait, pour eux, c'était tu vois, même eux, ils me le disaient, donc c'était un product market fit direct pour eux, tu vois? Ça résout de suite un problème, ils en avaient besoin, ils l'ont utilisé. La semaine d'après, c'est même pas, les 3 jours d'après, c'était posé sur le site et ça commençait à Fort. générer, tu vois? Et donc en fait, ça nous a permis d'apprendre énormément parce que je me suis dit: «OK, en fait, ce type de client-là, en 3 jours, c'est fait, j'ai pas besoin de leur expliquer, ils savent le faire». Donc en fait, il faut peut-être que dans un premier temps, j'aille que vers des gens comme ça, qui vont savoir utiliser mon outil, et après je reviendrai vers d'autres cibles, tu vois? Ok, oui, Et ça, je carrément. pense que c'est un Alors, enjeu du positionnement aussi, donc c'est de trouver son top client qui sait l'utiliser pour éviter de perdre trop de temps en éducation, tu vois? Et pouvoir du coup avoir des résultats parce qu'en fait, moi, le fait qu'ils l'utilisent et qu'ils aient des résultats m'a permis d'aller chercher d'autres clients en montrant les résultats qu'ils ont eu, tu vois? ouais, c'est très très fort. Ok, je vois. Et sinon, j'avais un petit cas d'usage en tête. Alors du coup, là, c'est pas du coup sur la niche SEO. Par exemple, tout ce qui est prospection, dans le sens où, tu vois, moi, je vois bien avec des campagnes. J'ai pas encore testé avec ton outil, mais d'ailleurs, peut-être que je devrais. Dans le sens où tu vas prospecter pour un... Bon, moi, on va parler de cold email, de prestations. Par exemple, si je mets ton lien, après ton outil dans mes campagnes, en mode clique sur ça, juste dis-moi ce que tu fais, ta cible, ça te crée une campagne, et si tu es satisfait du résultat, on la retravaille ensemble et je te l'intègre, et du coup après on travaille ensemble. Je pense Ouais. que tu as également un avenir pour tout ce qui est juste augmenter le taux d'engagement, on va dire, des campagnes, ou c'est pas forcément l'idée. Ben, aujourd'hui, c'est pas sur ça qu'on va aller, mais en tout cas, c'est un use case pertinent, tu vois, qui est totalement utilisable, donc toi, tu pourrais Mm. le faire. C'est pas sur ça que moi que je vais communiquer pour l'instant, même si je pense on va vite commencer à mettre des choses en lien avec ça pour récupérer des potentiels users. Heu, mais je pense que c'est hyper pertinent parce qu'on arrive dans une période où et toi, tu pourras me le confirmer, mais toi qui fais beaucoup de cold email où en fait, aujourd'hui, c'est difficile quand même d'avoir de l'attention et les gens, on Mm. reçoit beaucoup de mails, donc il faut construire, faut se professionnaliser sur ce marché-là pour avoir des résultats. Hem et en fait, je pense qu'on arrive à un stade où ça devient difficile de vraiment personnaliser et d'automatiser en même temps, tu vois? Et ce type d'outil te permettrait en fait d'avoir une approche personnalisée avec un mail automatisé parce que du coup, tu pourrais envoyer l'outil à tout le monde, comme ça et en fait, quand eux vont l'utiliser, ils vont avoir une réponse personnalisée qui est adaptée à leurs besoins, tu vois? Donc je pense que ça peut être un bon outil. De plus, ça te permet de prouver ton expertise, tu vois? Parce que si en fait la personne reçoit un mail, tu lui offres un générateur de campagne gratuit, elle clique dessus, elle rentre ses informations, elle génère et elle a déjà 3 mails pertinents, tu vois? Elle va se dire: «OK, lui, c'est quand même un expert, il m'offre un outil, il m'apporte de la valeur, la séquence, elle est pas dégueu en plus». Donc tu vois, tu gagnes un petit peu aussi la confiance de ton prospect, donc je pense que c'est totalement pertinent. C'est des trucs qu'on teste un petit peu en interne pour justement voir les résultats qu'il peut y avoir. Voilà. Yes. Bah, récemment, j'ai un peu changé d'avis sur la personnalisation. Dans le sens, en fait, j'aimerais beaucoup utiliser ta solution, pas forcément pour personnaliser mes campagnes, mais pour apporter le plus de valeur possible. Je Mmh. suis persuadé qu'en fait, la personnalisation, en vrai, ça a presque plus de valeur dans le sens maintenant avec des IA, avec de la vidéo, avec Clay, etc. Je vais faire des campagnes email les plus personnalisées possibles, genre vraiment à un point qui aurait juste été fou il y a quelques mois, mais ça marche plus forcément tellement. Et l'idée, c'est que je me dis, parfois, genre, ce qui est important, c'est vraiment apporter le plus de valeur possible en automatique. Et c'est que je pense que ta solution, bon, pour tous les cas d'usage, c'est genre comment j'apporte une vraie valeur, parce que tout dépend de comment tu codes Magnetly, etc. Et je pense que tu peux avoir des résultats de Magnetly qui ont de la valeur, genre tu pourrais payer plusieurs dizaines d'euros pour avoir le résultat de ton prompt, par exemple. Ouais, Et c'est exactement. que si tu arrives à faire ça et à l'offrir, c'est fou. C'est ça et même un truc qui marche hyper bien, tu vois, c'est les calculateurs. Donc en fait, là, en quelques minutes, tu peux créer un calculateur et l'envoyer et en fait, ça résout toujours un problème parce qu'il y a des calculs qui sont complexes. Tu vois, par exemple, estimer, combien de mails tu dois envoyer en fonction de ton niveau de conversion pour avoir, X nouveaux clients par mois, tu vois? C'est un truc où tu prends pas forcément le temps de le faire et pourtant, en fait, c'est une data hyper intéressante parce que du coup, tu sais exactement ce que tu dois faire pour atteindre tes objectifs. Et donc, tu vois, un petit outil tout simple comme ça que tu pourras envoyer en leur disant: «Bah, voilà les enjeux qu'on peut avoir ensemble, et comment on peut essayer d'aller chercher plus pour votre chiffre d'affaires. Et tu vois, c'est des trucs tout cons qui apportent de la valeur. Et c'est un truc sur lequel on se positionne beaucoup aussi les calculateurs, parce que je pense qu'il y a un réel intérêt sur ça. Les gens aiment bien utiliser ça et ça Ouais, c'est apporte de la ça. valeur. Tu m'avais donné un petit hack la dernière fois qu'on s'était appelé sur un exemple de tool que je pourrais mettre en mode donne-moi ton taux de conversion client, ton panier moyen, et je te dis l'argent que tu perds chaque mois de ne pas travailler Ouais. avec moi. Alors je sais pas si j'oserais le faire parce que c'est un peu too much quand même, mais franchement je trouve ça trop bien, genre l'idée de pouvoir le faire. Bah ça, c'est du marketing un petit peu, c'est du sales en fait, c'est montrer Ouais, le manque à gagner à un client. Je pense que tout le monde peut pas le faire. C'est intéressant de le faire, tu vois. Après, faut que ça soit, faut pas que ça soit n'importe quoi non plus. Mais ouais, c'est toujours intéressant de montrer à un client le manque à gagner quand il y en a. c'est ça, ouais, clairement. Alors, autre sujet, donc plus axé sur l'acquisition, tu as fait des dizaines, voire peut-être même des centaines de rendez-vous, soit avec des clients, soit avec des potentiels clients, soit avec des personnes.
comment tu as obtenu tous ces rendez-vous? Alors, je sais que tu as pas mal de canaux différents. Concrètement, c'est quoi ta stratégie d'acquisition de rendez-vous? Pas forcément Ouais. pour ton SaaS, mais juste rendez-vous. Bah, du coup, comme je te disais, j'essaie donc de diverger un petit peu. Après, à chaque fois, je fais que réaffiner mes audiences et aller chercher Mhm. plus spécifiquement. Le canal que j'utilise aujourd'hui, c'est assez simple. Donc, il y a un petit peu de SEO où en fait, on utilise notre propre outil. Je pense que ça aussi, c'est un truc important de montrer l'outil quand tu peux pas l'utiliser en outil de lead gen, au moins le montrer et montrer l'intérêt que ça peut avoir. Donc, on utilise nous Déjà, notre, comment? t'as déjà des résultats en SEO au bout de 2 mois? Ouais, on commence un petit peu à en avoir pas mal. Donc, Ok, ça, c'est cool. propre. Et puis après, mais c'est pas aujourd'hui notre canal Hmm. d'acquisition qui nous fait les clients payants, mais en tout cas, ça nous génère du trafic et des usages. Et d'ailleurs, ça Ok. nous permet d'avoir un truc intéressant. J'en ai pas parlé trop sur le positionnement, mais c'est un truc qu'on a fait de suite nous. C'est le tracking de data. Je vois pas beaucoup de monde en parler. Pourtant, je pense que c'est un truc Mhm. fondamental des SaaS, tu vois. Traquer chaque event, ça c'est un truc qu'on a pris vraiment le temps de faire. Et j'ai avec mon développeur justement, je lui ai dit, il faut absolument qu'on ait des tracking d'events. Donc en fait, on a mis ça en place à chaque étape du funnel et du système d'acquisition en fait sur l'outil où on traque chaque client ce qu'il fait exactement, où est-ce qu'il s'arrête, si c'est coché ou pas coché. Ok. Et en fait, du coup, ça nous a permis de comprendre plein de trucs. Tu vois, c'est là où je me suis dit, ah ok, mais en fait, les créateurs de contenu, ils comprennent pas, alors que les SaaS, ils comprennent de suite. Donc Hmm. pareil, tu vois, tu affines un petit peu, et même ça te permet de développer ton produit de la bonne manière. Tu vois, on se rendait compte que les clients comprenaient pas quelque chose, donc en fait, on a créé des templates. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et pour revenir du coup sur ce que tu me disais, par rapport aux canaux d'acquisition, donc ouais, le SEO, ça, c'est un truc que je voulais faire dès le début et en fait, on est un outil un petit peu SEO, donc j'étais obligé Hmm. de le faire. Et après, alors, ce que je mets en place aujourd'hui, c'est du social selling en fait, donc de l'outreach LinkedIn. C'est quasiment 95 ou même 99% de l'acquisition qu'on fait. C'est un truc sur lequel je me suis mis de suite en fait, c'est faire du networking et créer du réseau. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés aussi, tu vois, tu lançais toi aussi, Ouais, moi aussi, carrément. on a échangé, on s'est rencontrés. Et en fait, je le faisais même pas dans un objectif de vendre, juste de rencontrer un maximum de gens. Parce que tu vois, toi, tu m'as présenté quelqu'un après qui était potentiellement un client, ou pareil, inversement, j'ai rencontré d'autres personnes qui m'ont apporté de la valeur. Et en fait, ce truc de référol est hyper puissant. Et ça Ouais. m'a permis de suite de faire plein de rencontres, d'arriver à connaître plein de fondateurs de SaaS, d'atteindre un certain niveau d'utilisateur, de comprendre beaucoup sur mon produit, tu vois, même si on n'avait pas d'argent. Donc ça, je pense que le réseau est vraiment hyper puissant. Euh, j'ai fait un petit peu de création de contenu aussi. En Ouais. fait, c'est ça qui m'a permis de faire du réseau. Ouais, c'est Et ça. Juste, ouais. Vas-y. non, non, dis-moi. Non, c'était. En général, les gens séparent un petit peu tout ce qui est création de contenu et réseautage, mais j'ai l'impression qu'en fait, c'est tellement lié dans le sens. Moi, ça me fatigue un peu de réseauter dans le sens où on l'entend, essayer d'avoir des relations avec des personnes intéressantes. Alors que quand tu crées du contenu, c'est juste genre un réseautage genre fois 1000, instantané. Et en fait, j'ai l'impression que j'ai jamais passé du temps à réseauter avec des personnes. Parce qu'aujourd'hui, avec le contenu que j'ai généré, je peux directement envoyer un DM à quelqu'un qui je juge très intéressant et haut placé, on va dire, dans le business game SaaS agence. Il y a des fortes chances que j'ai une réponse parce que j'ai créé du contenu avant. Pas forcément Ouais. parce que j'ai networké, on va dire. Bah, ça te met dans la team de ceux qui le font et par rapport à ceux qui lisent. Donc, en fait, c'est de suite ça. Et moi, Ouais, nous, c'est pareil, c'est comme ça qu'on a échangé, tu vois. Je suis d'accord, c'est pas réseauté au sens où juste on se fait un meet, on se rencontre, on lui parle de ce qu'on fait et on voit si on peut se le vendre et salut, ça va. Tu vois, il y avait un réel intérêt derrière. Moi, j'étais vraiment intéressé par ce que tu faisais. J'étais intéressé par les gens à qui je parle. Et en fait, c'était plus, tu vois, on se donnait des tips. C'était aussi un truc de motivation parce que des fois, tu peux te sentir un petit peu seul en tant que fondateur. Donc, d'échanger avec ouais. d'autres personnes, tu vois, tout l'été, on s'est fait des petits meets, pour faire un petit débrief de temps en temps sur où est-ce qu'on en est. C'est toujours cool. Et c'est surtout ça que ça m'a permis. En fait, c'est de créer du contenu qui m'a permis, oui, moi aussi, de parler à d'autres personnes. Yes. Et d'ailleurs, tu as fait un move qui est quand même osé. Tu as switché tout en anglais. Donc, Ouais. Twitter, je pense que tu l'avais déjà en anglais. LinkedIn, tu as tout switché en anglais. Magnetly, c'est en anglais. Bon, pourquoi ce move? En vrai, c'est évident parce que quand c'est vrai que quand t'es un SaaS, bon, la technologie a pas forcément de langue, enfin, de barrière avec la langue. Mais ça a changé quoi concrètement de faire du contenu, surtout LinkedIn en anglais, sachant que tu as quand même tout ton réseau qui était français au début? Ouais. Ben, sur LinkedIn, en fait, ça m'a apporté juste plein de nouvelles personnes de suite. Pareil sur Twitter. Moi, je l'ai fait parce qu'en fait, on voulait partir direct sur le marché anglophone, parce que je voyais pas forcément l'intérêt de rester que sur le marché français, sachant que je sais qu'on résolvait une problématique aussi sur le marché US, enfin, tout le marché anglophone. Mhm. Je commençais à m'intéresser à plein de créateurs anglais, US, donc je me suis dit, en fait, ça sera plus simple pour leur parler qu'ils comprennent ce que je fais.
Donc j'ai pas trop réfléchi. Twitter, j'ai commencé de suite en anglais et j'ai Ok. switché aussi sur LinkedIn. Et en fait, au contraire, moi je me suis dit, bah, il va y avoir une petite période de mou en fait parce que les Français à qui je parle, bah, du coup ils vont plus comprendre ou ils vont plus trop regarder parce que c'est peut-être moins agréable pour nous en tant que Français. On préfère toujours lire en français. Donc j'avais peur de ça et en fait, bah, je pense que c'était le cas. Du coup, j'ai eu moins de lecteurs français, mais par contre, j'ai eu plein de personnes en plus sur d'autres marchés qui se sont intéressés aux produits, qui m'ont donné des feedbacks, qui m'ont apporté de la valeur. Et j'ai pu toucher aussi, je pense, la niche que je voulais, c'est-à-dire des fondateurs de SaaS qui sont un peu dans ce game-là, parce qu'en fait, ils ont vu que je faisais un peu la même chose qu'eux. Et je pense que ça, c'est important, tu vois, c'est d'adapter ton marketing à ta cible. Euh, c'est quand même fondamental, tu vois. Moi, par exemple, je t'ai dit que je faisais de l'outreach LinkedIn parce que je sais que ça marche, mais ça marcherait pas peut-être pour tous les SaaS ou pour tout le monde. Donc, il y a encore ça, je reviens à ce truc où tu diverges, tu testes à la fois des offres, à la fois des cibles, mais tu testes aussi des canaux. Et avant de te dire, on entend tout le temps, on choisit un canal et tu le penses. Ben, en fait, je pense qu'il faut en tester quand même trois quatre pour que tu saches lequel marche, parce que peut-être que tu vas faire pendant 6 mois le mauvais, tu vois, juste parce que tu as vu une vidéo YouTube, on t'a dit de faire du cold email, mais si en fait toute ta niche, elle répond pas au mail, ça sert à rien, tu vois. Euh, donc, bon, il y a peu de chance sur le cold email parce que c'est quand même le canal où ça marche à peu près pour tout le monde. Mais dans l'exemple, tu as compris ce que je voulais dire. Et ouais, du coup, je pense que c'était pertinent de faire ça. Ouais, ouais, carrément. Alors, ça, pour répondre à ton genre, je teste tous les canaux, je sais pas pourquoi tout le monde ne fait pas ça, dans le sens, franchement, je dirais que 50% des clients qui, au final, me disent qu'ils arrêtent ou alors, enfin, ils veulent pas cesser le cold email, et parce qu'ils veulent partir en ads. Ce que je comprends, en vrai, je peux que Mm. recommander ça. Ou alors en call call. Enfin, oui, en gros, 50% des clients qui me refusent, c'est je pars en ads ou alors je pars en call call, et ça me rend fou dans le sens, bah, juste teste les deux, enfin les trois, enfin teste tout ce que tu peux, et tu vois lequel marche le mieux. Et d'ailleurs, enfin, un conseil, bah, juste faites tout, et c'est ce qui marche le mieux, genre, cold email, après tu fais du call call, et en plus, ils peuvent te voir en ads, ça marche trop bien. Et j'ai pas compris pourquoi les personnes testaient pas ça, et parfois essayaient de tester un canal, au bout de 3 mois, ils testent un autre canal, enfin, je trouve Ouais, ça un peu c'est genre ça. une perte de temps. Il vaut mieux réduire la période et te dire pendant bah, une semaine, tu vois, encore une fois, Hmm. on va très vite, on teste 5 trucs différents et on regarde un peu ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, même s'il y a des canaux qui prennent un peu plus de temps, tu vas de suite voir ce qui apporte de suite un intérêt, parce que tu as ce besoin de vite aller chercher des ventes, en fait, quand tu lances un produit comme ça, même sur n'importe quelle autre offre. Je pense que c'est aussi une validation du marché de te dire, bah, j'ai fait des ventes. Moi, c'était un enjeu et c'est pour ça que je te disais, dès qu'on nous demande un truc, on le shippait parce que je voulais de suite que ça il soit OK et que il soit content du produit. Donc ça, c'est l'enjeu fondamental, c'est de faire des ventes et il faut tester des canaux. Et même, je pense que l'étape d'avant d'en tester, c'est aussi se dire quel est le canal qui correspond à ma cible, tu vois. Et je pense qu'il y a plein de gens qui Hmm. sautent cette étape. Ils se disent, on m'a dit de faire du cold email, je fais du cold email. J'ai vu qu'en fait, ce qui marche le mieux aujourd'hui, c'est du cold call, je fais du cold call. Mais en fait, non, dis-toi, ton audience, qu'est-ce qui est le plus pertinent pour ton audience? Tu vois, pour donner un exemple, avant, je travaillais dans une autre startup qui était un outil pour les ostéopathes, kinés, dans le secteur plus médical. Et en fait, Ok. ben, moi, j'avais mis en place certains process d'acquisition. On s'est rendu compte que ce qui marchait, c'était le cold call. Et à 95%, le canal d'acquisition, c'était le cold call. Parce qu'en fait, cette cible, on arrivait à l'avoir au téléphone. Donc, ouais. Après, avec le développement, on a pu ajouter d'autres canaux. Mais au début, tu as besoin d'avoir justement un canal, le bon canal, celui qui marche et qui correspond à ton audience. Ouais, c'est ça. Les questions, les messages parfois que je reçois en mode Hello Valentin, je voulais savoir ton avis. Tu penses que le cold email c'est bien? Genre des trucs comme ça en fait, dans le Ouais, sens ouais. ça peut être genre le meilleur canal d'acquisition ou presque le pire pour certains business. C'est vrai que bon, pour toi, d'ailleurs, tout ce qui est ostéo, enfin en général les business physiques, cold call ça marche très très bien, Ouais, ads ouais. ça marche très bien, cold email ça marche. Alors tu peux faire un peu de scrapping Google Maps, etc. Mais c'est pas ce que je recommande en tout cas. Ouais, bah après, ça dépend, ça peut marcher en complément aussi. Tu peux toujours faire après du multicanal, mais Ouais. c'est vrai que pour rejoindre ce qu'on entend beaucoup, c'est que c'est important d'avoir un canal. Tu vois, moi, je pourrais pas me permettre de gérer trois choses en même temps ou quatre, faire de l'ads aussi. Pour l'instant, c'est un peu compliqué. Il y a aussi des enjeux de produits, tu vois, il y a des enjeux administratifs, il y a plein de choses. Donc, en fait, il faut que tu aies un truc avec lequel tu es sûr, tu es à l'aise et qui t'apporte de suite du résultat. Et tu vois, moi, là, en l'occurrence, bah, c'est de social selling LinkedIn. Donc, l'outreach, aller chercher des clients pertinents en interagissant un petit peu avec leur contenu et en apportant un message bien positionné, ça me permet de suite d'avoir des gens en rendez-vous pour présenter le produit, tu vois. Yes. Et Et d'ailleurs, alors, ça, ouais, ouais. vas-y, vas-y. Non, mais ça c'est aussi un truc sur lequel j'ai beaucoup itéré parce que tu vois, au début, je pensais que, bah, tu vois, justement, j'ai fait cette erreur de me dire, je vais écouter les meilleures pratiques du moment et le truc du moment, c'est le product led. Donc, en fait, tout le monde veut faire un SaaS product led. Alors qu'en fait, moi, je suis en train de me rendre compte que je suis plus sales led, tu vois. Parce qu'en fait, les gens que je vais Ok. chercher, ben, il suffit que je passe 5 minutes avec eux en visio pour leur expliquer. Ils me disent, OK, trop bien, ça résout un problème. Ils le font et c'est fini, ils ont compris, tu vois. Et en fait, tu vois, je me disais, comme je veux faire comme tout le monde, je vais faire le truc, j'étais parti sur ce modèle.
Et là, je me rends compte que non. Peut-être qu'après, j'arriverai à développer le product-led. Tu vois, je pense que t'es pas à 100% dans l'un. Tu peux faire un petit peu des deux, même des trois, parce qu'il y a un autre modèle. Mais il y a ce sujet-là aussi. Ok. Ça existe vraiment, les SaaS Product Led, dans le sens, SaaS Product Led, du coup, c'est quand tu es vraiment dirigé par le produit et tu dis que le produit va vendre et attirer des gens à ta place, c'est plus ou moins ça. Ça marche encore maintenant, dans le sens, tu peux te dire que tu te trouves dans une cave, tu sors le produit du siècle que tu mets un mois à développer et ça marche. Ouais, je pense que ça marche sur des produits type un peu prosumer, tu vois, donc pas entre B2B, B2C. Typiquement, tu vois, Submagic, bah, ils sont très product-led parce qu'en fait, ils Ouais, pourraient c'est pas vrai. faire du... Et encore qu'ils ont d'autres canaux, hein, tu vois, je connais pas toute leur strat marketing et d'acquisition, mais tu vois, eux, ils sont très product-led parce qu'ils arrivent à développer du contenu, à mettre en place plein de choses, et les users, en fait, ils vont les chercher comme ça. Donc, je pense que ça marche, et encore une fois, que ça s'adapte en fonction de ton SaaS. Parce que voilà, en fait, le SaaS, pour moi, c'est un business model, mais il y a une infinité de SaaS différents, tu vois, product-led, sales-led. Et par rapport à ton offre, il va falloir trouver le bon modèle. Donc, c'est dur de mettre une case vraiment. Et je pense qu'il faut tester et essayer de voir ce qui fonctionne le mieux. Ouais, carrément. C'est vrai que je pensais que les SaaS Product Led, ça marchait pas, mais c'est vrai que dans l'exemple de Submagic, en soi, ils savent concrètement ce qu'on attend d'eux. Tout dépend de leur capacité, on va dire, à délivrer Ouais, la voilà. promesse, quoi. Donc c'est vrai que ça peut être Après, c'est plus peut-être moi aussi, Product tu Led. vois. Peut-être que moi, j'ai pas réussi à faire du product led encore parce que notre onboarding, il n'était pas assez bien fait, parce que notre stratégie d'éducation de marché, d'activation, tu vois, de produits était pas bonne. Donc, et peut-être aussi que ça vient de mon background parce qu'en fait, avant, j'étais un petit peu sales. Donc, le fait et je suis encore un petit peu sales au final, le fait d'aller chercher des clients, leur parler, leur présenter un produit, leur pitcher un truc, c'est quelque chose que je sais faire et que j'aime faire aussi. Donc, ouais, à voir. Ok. Tu as dit juste avant un truc très intéressant sur du coup ton switch total en anglais. Je pense que ce sera une de mes dernières questions. Ça paraît ultra logique pour n'importe quel SaaS de partir sur le marché, enfin pas anglophone, mais sur le marché mondial en étant du coup anglophone. T'en penses quoi des agences qui font ça? Parce que je me pose la question, j'aimerais beaucoup partir en anglais, que ce soit avec mon contenu ou mon acquisition. D'abord mon acquisition, je pense, et si je vois que ça marche, faire peut-être du contenu en anglais. Bon, j'en suis pas encore là, mais je me suis dit peut-être que à 50, 80 de MRR par mois, peut-être que j'aurais envie de le faire. Mm. Pour un SaaS, ça paraît logique. T'en penses quoi de le faire pour une agence, sachant qu'il y a peut-être beaucoup plus de barrières? J'ai pas la réponse, hein, je te Euh, pose ça comme ça. Bah, je sais pas, déjà, moi, il y avait un autre enjeu sur le fait de parler, poster en anglais ou parler anglais. C'était aussi comment je m'exprime et je me sens plus à l'aise dans le fait de parler en anglais. Enfin, juste, c'est vrai, les premiers posts, t'as ta famille ou tes potes qui te disent, bon, qu'est-ce que tu fais là? Tu te prends pour qui à parler en Ouais, anglais, bah tu c'est vois, sûr, c'est tout sûr. ça. Mais par contre, moi, je me sentais plus à l'aise, tu vois, dans le fait de poster un truc et dans les tournures de phrases, j'arrivais mieux à exprimer ce que je voulais dire. Donc, il y a ce point-là qui Ouais. est assez cool, je trouve, pour quelqu'un qui veut lancer du contenu. Ça peut être aussi un truc où tu vois qui peut débloquer la situation, de te dire, bah, quelqu'un qui arrive pas trop à faire ça, de se dire, bah, je poste en anglais et je vais chercher une autre cible, tu vois? Et par rapport à ta question, bah, je pense que c'est pertinent en fait. Encore une fois, il faut qu'il y ait ta corresponde à ta niche et à ton marché. S'il y a une audience qui est à aller chercher en anglais, évidemment, tu peux ne pas t'en priver. Ça peut être aussi un enjeu de scale pour une agence, tu vois? De se dire: «On va chercher le marché anglais». Hem Après, à voir, est-ce que toi, moi, tu vois, je l'ai fait parce que je pense que j'étais presque obligé, parce que c'est comme ça que j'allais les chercher. Est-ce que toi, c'est un enjeu qui va te permettre de structurer et de faire 0 à 1, ou est-ce que c'est un enjeu de scale et du coup, il te faut une deuxième équipe qui va gérer tout l'anglais, tu vois? Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui disent, tu peux pas Ouais, t'internationaliser de suite, tu vois? Et en fait, c'est moi, je sûr. pense que il y a une différence à faire, c'est que entre s'internationaliser, tu vois, et le fait de copier ce que tu as fait dans un pays, dans un autre pays, et le fait de partir directement sur un langage international parce qu'en fait, ton marché est là, tu vois? Et du coup, c'est peut-être là l'enjeu. Et moi, je savais que pour faire mon 0 à 1, j'avais ce besoin d'aller sur le marché US parce que j'allais pouvoir capter des leads, tu vois, des gros SaaS qui se développent, parler à tout le monde et récupérer du feedback. Donc en fait, c'était presque obligé d'aller, c'est pas juste un choix pour mieux me développer, c'était presque obligé. Heu et du coup, j'ai la chance avec ce format de produit d'être direct internationalisé. Et toi, au final, ça marche en France, donc est-ce que c'est pas plutôt un enjeu de scale? Et dans ce cas-là, oui, il te faut une deuxième équipe commerciale, tu vois? Ouais, ouais, carrément, oui, t'as raison. Pour un SaaS, je pense que t'es presque obligé de le faire. Enfin, au lancement, c'est plus simple. Pour une agence, au contraire, je pense que c'est une grosse erreur de vouloir genre, directement se lancer sur le marché, par exemple, européen. Parce que tu vois, pour une agence, t'as des paniers moyens qui sont quand même beaucoup plus gros en général. Là, tu vois, genre, si je veux, je sais pas, ne serait-ce qu'avoir 60K de MRR, ça fait, je sais pas, peut-être plus ou moins 30 clients. Les 30 clients, si je les ai pas en France, c'est que je suis mauvais. Je peux facilement en avoir 30 en Mmh. France. Ouais, voilà, Mais exactement. c'est vrai que le jour où tu as fait un peu le tour, tu vois, bon, même si je pense que le cold email, ça va juste exploser même en France dans les prochaines années, c'est plus un enjeu de scale pour passer, bah, je sais pas, peut-être de 100 000 à 1 million.
Mais pour le début, je pense clairement pas. Ouais, bah, si tu regardes en vrai les grosses agences qui se sont développées aujourd'hui, tu vois, typiquement, je pense à Eskimos sur le Ouais, SEO. j'allais dire pareil, ouais. Bah, tu vois, le CEO, j'avais écouté un podcast il y a pas longtemps en plus, et il expliquait que du coup, ils étaient en train de s'internationaliser sur d'autres, sur toute l'Europe en fait. Et ils l'ont fait après, pas tout de suite, tout de suite. Tu vois, ils ont d'abord développé tout le marché français correctement, et après ils sont Ouais, partis là. Donc je pense que c'est pas la même façon de faire sur une agence, même s'il y a ouais, des clairement. parallèles, hein. Ouais, ouais, clairement pas. J'ai bien aimé la vision que Théo Lyon, du coup, de Kudak avait. Lui, c'était clair pour lui, c'était à partir de 1 million de MRR, donc 1 million de chiffre d'affaires tous les mois, il partait à l'international. Ou alors c'était 10 millions Ok. par an. En tout cas, il avait clairement expliqué. Il disait le jour où je fais 10 millions par an, directement je pars en Europe. Et Ouais, pas ok. avant, pas après. Et je trouvais ça intéressant. Bah, ouais, mais ouais, parce que je pense que tu as aussi un enjeu de recrutement dans une agence et de te dire que si tu vas sur un autre marché, il faut aussi avoir du personnel qui va gérer ce marché-là, parce que c'est pas les mêmes enjeux, c'est pas le même système administratif aussi. Donc en fait, il te faut des personnes aussi, il faut internationaliser ton équipe, parce que ton équipe déjà parle anglais et est capable de gérer un autre Hmm. pays. C'est pas forcément le cas de tout le monde en France. Je pense que c'est pour ça que sur une agence, ça s'adapte plutôt comme ça. Ouais, ouais, clairement. Puis moi, après, j'étais Écoute, aussi très ouais. influencé par le marché Twitter. Enfin, je suis beaucoup sur Twitter, c'est une plateforme que j'aime beaucoup, moi. Et Ah tous ouais, les ok. fondateurs de ça sur Twitter, ils sont en anglais, même les Français. Donc je me suis dit, allez, go. Ok. Bon, on pourrait parler de Twitter, mais bon, je pense que ça sera pour un autre épisode, sinon on va un peu allonger ça. Simplement en termes de vision, alors je me doute que là, tu es encore au tout début, donc je peux pas dire une vision sur les prochaines années. Ouais. Même si on se revoit en décembre, idéalement, t'en serais où? Alors, je vais pas te Même donner décembre, toute notre... peut-être que c'est déjà un peu trop loin décembre. Non, 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 c'est intéressant, mais parce que justement, moi, c'est un truc, un objectif que j'ai en tête avec mon cofondateur. On a tout le Q4 là jusqu'à fin décembre pour faire certaines Ouais, choses et atteindre un certain niveau de MRR pour après partir sur d'autres enjeux sur 2025. Mais en fait, ça serait difficile de te répondre sans te donner toute notre vision produit. Il y a des trucs que je ne veux pas donner parce qu'on est en train de ok, débloquer justement des solutions et je sais qu'il va y avoir une course un petit peu, tu vois, à ce type d'outils qu'il va falloir gagner. Donc, c'est surtout des enjeux de produit et de positionnement. Encore une fois, tu vois, je pense qu'on n'a pas atteint, même si aujourd'hui on arrive à avoir pas mal de users, qu'on arrive à faire du MRR à vendre, on est encore en train de chercher notre product market fit. On est enfin, tu vois, encore en train de positionner notre modèle de pricing et d'offres en fait de façon générale parce que c'est même pas forcément un enjeu de prix, c'est un enjeu de comment on package le truc. Donc je pense ouais, que l'enjeu pour nous, c'est vraiment déjà d'arriver à faire ça sur l'aspect business, tu vois, réussir à bien packager et proposer l'offre. Et puis après, il y a un gros enjeu produit, c'est que bah, comme on a ship très vite, on a un produit qui est très cool, mais qui est encore à développer, où il y a plein de choses à faire. On a plein d'idées, plein de features qui vont, je pense, nous permettre d'aller chercher vraiment les clients qu'on souhaite. Et puis en plus, vu qu'on va chercher des gros clients, c'est des clients qui ont une grosse exigence. Donc en fait, il y a besoin de choses ouais, assez développées, ce qui n'était pas le cas au début, tu vois, chez les créateurs de c'est contenu vrai. ou autre. C'est pour ça qu'au début, j'étais parti aussi sur cette cible parce que je me disais, ça, c'est le produit qui leur correspond et je pouvais pas aller targeter, tu vois, des gros SaaS avec un produit comme ça. En fait, non. Mais quand même, tu vois, il y a des besoins, tu vois, j'ai des rendez-vous avec des grosses boîtes, gros SaaS français aujourd'hui. Et en fait, bah, ils sont intéressés, ça leur plaît, tu vois, ils seraient prêts à payer, mais il manque un petit truc, une petite chose. Donc c'est ça le gros travail. Et puis il y a un gros travail aussi au niveau des intégrations. Parce que je pense que c'est ça qui fait Ouais, aussi la différence de notre produit et qui fait que n'importe qui se dit, bon, ben, on passe par Magnetly, on va pas développer un free tool parce qu'en fait, il y a toutes les intégrations, c'est déjà connecté. Et en fait, ça va être tellement plus simple. Dès qu'il y a un lead qui est généré, on le récupère, il part dans la base de données. Donc, on a une grosse roadmap intégration. ouais, carrément. Moi, je pense que c'est le premier truc que je regarde, hein. Dès que je veux intégrer, on va dire, un nouveau logiciel à ma stack d'outils, c'est genre, ok, est-ce qu'il est connecté à tous les Ouais, logiciels d'emailing, à tous les mecs, etc. Si c'est pas le cas, genre, c'est juste un no-brainer, genre, c'est pas possible, genre. ouais, bah, c'est Donc, normal. ouais, C'est pour ça qu'on l'a fait de suite. Mais tu vois, ça d'ailleurs, c'était une erreur parce qu'en fait, là, encore une fois, tu vois, j'ai voulu copier un petit peu. Et je pense que, tu vois, il faut pas trop copier. Il faut essayer de se dire qu'est-ce qui est le mieux pour moi, pour mon audience, etc. Parce que j'ai voulu, du coup, mettre de suite Zapier. Pareil, on a eu des galères parce qu'en fait, Zapier, ils sont très restrictifs sur les gens qui font rentrer. ouais. Donc maintenant, on est dispo sur le stack Zapier. Là, quand tu cherches les outils, tu nous as. Ok, bien. Mais c'était hyper compliqué parce que, tu vois, juste, on avait j'avais un petit toggle la landing page où il y avait écrit bêta. Tu vois, j'avais oublié de l'enlever. Mais on n'est plus trop en bêta, tu vois. Et juste pour Ok. ça, ils nous ont rajouté une semaine d'attente parce qu'il y avait ce petit truc et ils peuvent pas faire rentrer un SaaS qui est en bêta.
Après, c'était quoi? C'était notre headline leur correspondait pas. Ils disaient que c'était pas assez clair. Ah ouais, à ce point-là? La Alors que vache. tu vois, nous, c'était comme ça qu'on voulait aller chercher les clients. Ouais, ils ont un truc très restrictif, mais d'un côté, c'est bien aussi. Ça empêche qu'il y ait n'importe qui. Donc ça a été long et je pense que c'est peut-être pas le mieux aussi parce que tu vois, Zapier, au final, les grosses boîtes, elles l'utilisent pas trop parce que ça devient très cher. Et moi, j'ai Ouais. voulu mettre Zapier parce que c'est le truc mainstream, tout le monde connaît, et ça s'adapte à tout le monde. Mais j'aurais peut-être pu aller plutôt chercher N8N ou Make. Donc maintenant, Yes. on est en train d'ajouter ça, mais on a perdu un peu de temps, tu vois. Ok. Donc, mais ça, Ok, tu vois, ok. c'est typiquement le type d'erreur qu'on a fait parce qu'on voulait aller très très vite et il y avait besoin d'une intégration, on a voulu la faire, on a mis le premier qui était le plus connu, le plus pertinent, Zapier, et voilà. Ok. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter du coup Alors, sans dévoiler du coup tes enjeux un peu produits, semaine prochaine, c'est quoi la next big thing à faire? Semaine prochaine, c'est que, bah, comme je t'ai dit, on part sur une grosse vision produit. En fait, on va refaire toute ouais, ça va être notre V3, du coup, une troisième version beaucoup plus avancée qui permet aussi de travailler énormément, du coup, le design, et qui permet de faire beaucoup, beaucoup plus de choses. Je dirais pas quoi, mais je laisse la surprise aux gens qui ont sign up. Ouais, Mais des suivez en choses très description cool et vous verrez. pour aller vraiment beaucoup plus loin sur la création des outils et pour pouvoir personnaliser ces outils vraiment et les rendre totalement différents de celui d'une autre personne, tu vois, et arriver vraiment à un builder comme on peut le voir aujourd'hui, tu vois, sur des framers ou des webflows, mais nous vraiment dans notre niche qui est les free tools. Donc on va ajouter des trucs très cool. Et en fait, si tu veux, avant de partir sur cette version, on a une espèce de stratégie où on a cherché des quick wins, tu vois, donc quelles sont les petites choses qu'on peut faire qui vont nous permettre de tenir le temps qu'on sorte cette grosse version. Donc là, en fait, Ok, on cherche ouais. des micros, tu vois, des petits hacks un petit peu partout qui vont nous permettre de tendre vers cette version sans l'avoir fait parce que cette version elle va nous prendre du temps à développer. Et en fait, du coup, l'idée, c'est de chercher comment faire des quick wins. Ça, je pense que c'est un truc hyper important sur les SaaS, surtout quand tu lances comme ça Bootstrap et que tu veux de suite se positionner sur le marché. C'est trouver comment tu peux faire à peu près ce que tu aimerais faire sans que ça te prenne du coup un mois en développement à le faire vraiment. Pour que du coup, tu puisses tenir, tu vois, apporter tout le temps des nouveautés et montrer surtout que tu ships, que tu développes des choses et que t'apportes, que tu avances en fait. Ok, ouais, super intéressant. De toute façon, MVP, hein, toujours, hein, que ce soit ça, Ouais, c'est c'est pour ça, tout, MVP. c'est ça. Et du coup, c'est ça notre gros enjeu de la semaine prochaine, c'est surtout arriver à. Bon, il y a des enjeux aussi d'acquisition quand même. J'ai des rendez-vous, Ah, voilà, quand même, j'avais j'aimerais bien peur. closer. Mais en fait, si tu veux, c'est ça aussi la complexité, c'est qu'on est en équipe réduite, on est deux du coup. Euh, Ouais. et en fait, du coup, j'ai à la fois une casquette de produit. Robin, mon associé, a aussi une casquette produit un petit peu, mais lui, après, très tech. J'ai la casquette aussi marketing, acquisition, tu vois, sales. Donc en fait, c'est dur un petit peu de jongler. Mais ouais, l'acquisition, faire rentrer bah, des leads dans le pipe, présenter le produit, se développer, et puis surtout, voilà, arriver à avancer vers la proposition de valeur. Yes. Alors, c'est vrai que je précise que tu as parlé de Robin. Comme moi, je suis un marketeur, je t'ai parlé uniquement de marketing et du coup, je t'aime pas demander de te le présenter. Il est associé, du coup, je suppose, plus ou moins à 50-50, enfin, après avoir en Ouais. fonction du projet. Si tu veux en parler, parce que du coup, de ce que j'ai compris, c'est un très bon développeur. Tu peux lui faire une dédicace, quand même, parce qu'en vrai, c'est quand même lui qui ship le produit. Non, ouais, bah, en vrai, non, mais je suis super content. Je pense que j'ai beaucoup de chance de travailler avec lui. Je voyais beaucoup d'histoires de fondateurs qui ont des problèmes avec leurs cofondateurs, Ouais. tout ça. Moi, je pense que j'ai eu la chance de trouver quelqu'un assez vite au final. Alors après, on s'est trouvé, je dirais plutôt qu'on s'est rejoint vite parce que justement, c'est quelqu'un que j'avais rencontré il y a un an à l'avance. Donc, je pense que c'est Hmm. surtout comme ça qu'on font les bonnes associations. C'est quelqu'un qu'au final, tu connais depuis un petit moment, même si on se connaissait pas très bien, mais avec qui tu as déjà pu échanger et avancer, tu vois, pour connaître la personne. Et en vrai, ouais, j'ai beaucoup de chance sur ça parce qu'on arrive à être vraiment complémentaires. À Ship vite, on est sur la même longueur d'onde, on est aligné sur plein de points. Il me challenge sur certains points, moi aussi. Donc, c'est un petit peu un enjeu. Et tu vois, si moi je fais une grosse vente côté sales, bah, lui il va vouloir faire une grosse feature et en 2 jours, il va ship un truc qu'on pensait faire en une semaine. Donc, c'est pour ça qu'on arrive aussi à aller très vite. Et je pense que c'est une des clés aussi. Tu me disais comment vous faites pour aller si vite. Bah, je pense que ça, c'est aussi une bonne association. C'est aussi un point important. Yes, clairement. Mais écoute, en tout cas, Louis, merci beaucoup. Franchement, je suis trop content. Je trouve ça beaucoup trop intéressant. Alors, on a fait vraiment un focus SaaS, mais je pense qu'il y a plein de choses qui sont intéressantes à rapporter à l'agence. Écoute, en tout cas, merci beaucoup. J'ai hâte de voir un peu la suite. Donc, je sais pas encore si je vais à chaque fois réinviter mes invités ou pas, mais j'aimerais beaucoup. Donc, décembre, je pense que tu auras fait déjà beaucoup de choses, mais peut-être dans quelques années, je suis vraiment très curieux de savoir ce que tu vas faire. En tout cas, donc là, c'était le premier épisode de Offcast. L'idée de ce podcast est vraiment d'interviewer des fondateurs d'agences et de SaaS qui sont actuellement en train de construire. Alors, c'était les premières questions que j'ai eues, donc s'il vous plaît, en commentaire, faites-moi vos retours sur le format. Est-ce qu'il y a des questions que vous aurez aimé que j'aborde? Est-ce qu'il y a des points qui étaient moins intéressants? C'est encore vraiment tout début et je vais essayer de construire ça progressivement
Je voulais un truc qui soit ultra transparent. Louis, tu l'as été à 100%, donc franchement, merci beaucoup. Écoute, on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode de Offcast.